J'ai fait plusieurs enquêtes, plusieurs terrains pour mieux comprendre les liens qu'on développe en contexte électronique, les modalités du rapport à l'autre en ligne. J'ai fait un premier travail d'observation participante et d'enquête en ligne, mais aussi hors ligne, dans un canal de chat d'Internet relais chat, quelque part entre 99-2000 et 2002, dans le cadre de ma thèse de doctorat. J'ai depuis fait plusieurs autres enquêtes. Actuellement, je travaille sur ce que j'appelle les communautés de pratiques marginales. En fait, des communautés qui regroupent des gens qui ont en commun une pratique marginale, qui se lient ensemble via Internet pour échanger, pour partager des savoirs, partager des techniques, mais surtout pour se reconnaître autour de la pratique qu'ils ont en commun. Et parfois aussi, quand la pratique est carrément déviante, pour échanger et contester collectivement la norme sociale et élaborer ensemble une norme alternative. Donc, je m'intéresse à la teneur des liens qui les unissent, à la place qu'occupe dans leur quotidien et par rapport à leur pratique la communauté en ligne. Actuellement, je fais une double enquête, en fait, c'est une démarche comparative. Je fais une première enquête, d'une part, dans une communauté électronique de joueurs de poker qui se définissent comme des aspirants professionnels du jeu, donc des joueurs de poker qui aspirent à gagner leur vie du poker et qui se consacrent plus ou moins activement à cette ambition-là. Donc, imaginez, quelques-uns ont quitté les études et quitté le travail pour passer à peu près tout leur temps à temps plein derrière l'écran à jouer au poker. D'autres jouent de manière plus, comment dire, moins intensive. À ce qu'ils en disent, ils dépensent, perdent, gagnent des sommes qui sont plus ou moins importantes, mais ce qui m'intéresse, c'est pas de statuer à savoir s'ils ont ou non des problèmes de jeu ou s'ils sont ou pas des joueurs pathologiques, c'est plutôt de comprendre le rôle que jouent les autres de la communauté en ligne, les échanges qu'ils ont avec les autres en ligne dans le rapport qu'ils entretiennent avec le jeu. Donc, c'est une démarche comparative. Je fais aussi un second terrain d'enquête très différent dans une communauté de couturières. Vous me direz, ça n'a rien à voir avec la santé, mais les enjeux ou problèmes de méthode que ça pose sont évidemment les mêmes. Donc, la communauté de couturières est une communauté internationale pleinement délocalisée, où je fais un travail d'observation participante avec exactement les mêmes questions que dans la communauté de joueurs de poker. Quels sont les liens qu'on noue avec les autres? Quel rôle jouent les autres? Les significations qu'on partage avec eux dans le rapport qu'on entretient avec sa pratique. C'est une enquête que je mène depuis presque 2 ans maintenant. Je viens de publier cette année un article dans lequel je présente l'analyse de ce qui se joue dans la communauté de joueurs de poker. C'est paru dans la revue Ethnologies ou Ethnologie au pluriel en français. Et je m'apprête dans les mois qui viennent à entreprendre le travail d'enquête par entrevue, en fait, les rencontres hors ligne et les entrevues que je prévois faire autant avec les joueurs de poker qu'avec les couturières. Donc, quelques mots sur la démarche ethnographique. La démarche ethnographique, c'est une méthode à l'origine mise en œuvre en anthropologie dans l'étude des sociétés exotiques. C'est une démarche qu'on peut définir minimalement par l'observation d'un lieu et la description d'à peu près tout ce qui s'y passe, de ce que l'observateur peut y voir. C'est une démarche qui, en anthropologie, supposait le séjour prolongé de l'ethnographe dans le groupe étudié et qui consiste en fait à observer le plus largement possible dans un contexte où l'observateur a affaire à un monde qui, a priori, lui est radicalement étranger et dont on ignore souvent même la langue a priori. Je vous assure que c'est le cas pour moi chez les joueurs de poker. C'est vraiment, il y a là une langue qui m'est étrangère. Donc, c'est une démarche qui se veut radicalement inductive, qui vise à découvrir, à même le contexte étudié et par le travail d'observation, ce qui structure, ce qui organise les rapports sociaux, mais aussi les discours, les pratiques des acteurs, ce que sont les notions, les concepts, les angles, les dimensions qui sont appropriés pour penser
cet univers ou ce monde-là, hein, à l'inverse de ce qu'on fait dans une démarche de type déductive où on appréhende la réalité avec tout un cadre conceptuel, un ensemble de questions, parfois même d'hypothèses, qui définissent a priori la réalité étudiée. Donc, évidemment, il y a d'autres méthodes qui reposent sur les mêmes principes épistémologiques. Pour l'anthropologue Marcel Mauss, Marcel Mauss disait hein, la démarche ethnographique en anthropologie, ce n'est pas simplement une description. En fait, il ne s'agit pas simplement d'aller séjourner dans un espace social et d'en faire une description. Il s'agit plus exactement de faire une description qui permet de répondre à une triple question qui sont hein, qui sont ces gens, que font-ils et qu'est-ce qu'ils en disent ou qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça veut dire ou implique dans le contexte électronique ou d'Internet hein, que pour répondre à ces questions, je dois nécessairement m'intéresser avant toute chose, peut-être en premier lieu, hein, au contexte, aux histoires de vie qui s'étendent hors d'Internet, en fin de compte, hein, dans lesquelles ce qu'on fait en ligne trouve son sens. Une démarche qui consisterait uniquement à décrire un dispositif technique et à faire l'analyse uniquement de ce qui se dit dans un espace électronique sans chercher à comprendre aussi, en fin de compte, dans quel contexte dans leur vie les gens participent de ces espaces-là, ne serait pas une démarche ethnographique, du moins au sens où l'entendait Marcel Mauss. Derrière hein, une même méthode, on peut distinguer des démarches assez différentes. Il y a plusieurs formes, plusieurs types de pratiques d'observation participantes d'ethnographie en ligne ou d'ethnographie du virtuel. Observer et décrire, hein, c'est le niveau zéro de la recherche qualitative, en fin de compte. On peut distinguer différents types de démarches hein, selon d'une part, la nature des espaces qui sont pris comme terrain d'enquête, selon, par ailleurs, le fait que les pratiques, les liens et les communautés qui sont étudiées débordent ou non d'Internet. Hein. Il arrive que les gens non seulement échangent dans Internet, mais finissent par se rencontrer aussi hors d'Internet. Et enfin, selon hein, l'importance de l'implication ou de la participation du chercheur, selon la position dans laquelle se trouve le chercheur ou l'observateur par rapport au terrain étudié, hein, selon qu'on est pleinement participant et qu'on fait partie prenante de la communauté étudiée, ou selon hein, qu'on est dans une position d'observateur plus extérieur. Dans le cadre de ma thèse, j'avais pris pour point de départ de la recherche un canal de chat dans lequel j'ai fait un travail d'observation participante assez systématique pour me rendre compte rapidement que les liens qui s'y développaient débordaient aussi hors d'Internet. Les gens se rencontraient à l'occasion. C'était pour l'essentiel des gens qui étaient à peu près tous au Québec. Et donc, j'ai aussi hein, participé aux échanges en ligne, mais aussi aux rencontres en dehors d'Internet. J'ai poursuivi l'enquête pendant presque 2 ans au total jusqu'à être moi-même partie prenante de cette communauté-là, y développer hein, moi-même des liens et pouvoir être en posture d'en faire une description de l'intérieur. Hein. Je vous montre la réalité de la communauté virtuelle. C'est une photo qu'un des opérateurs avait postée qui était sur le site web du canal de chat. Alors, hein, il riait bien de moi parce qu'il disait, elle, censément, elle travaille, c'est une anthropologue au travail, une ethnologue au travail, alors que nous, on est en vacances. L'enquête, c'était une des nombreuses rencontres hors ligne avec le groupe. L'enquête que je fais auprès des joueurs de poker, hein, j'ai pris pour objet un espace qui est en fait un forum hein, dans lequel les joueurs échangent ensemble. C'est une communauté qui déborde peu hors d'Internet. Quelques-uns des participants se rencontrent parfois à l'occasion de tournois, mais c'est plus rare. Et dans cette communauté, j'occupe une position très différente parce que je ne participe pas encore à leurs échanges, du moins pour le moment, j'ai peu échangé avec eux. Et il va sans dire que je serai toujours dans une position d'extériorité hein, vis-à-vis ce groupe-là parce que je ne joue pas moi-même
au poker, je n'ai pas l'ambition de me mettre à jouer avec eux. Et donc, je n'en serai jamais pleinement de la même manière que dans ce contexte-là. Et enfin, dans la communauté de couturières, c'est particulier parce que plutôt que d'être un seul espace, je travaille sur une pluralité d'espaces électroniques dans lesquels se déploient les mêmes liens. C'est les mêmes individus, la même communauté qui se déploie dans un ensemble de sites, en fait, à travers plusieurs blogs, à travers 2 sites commerciaux dans lesquels les gens présentent, les couturières présentent ce qu'elles font, échangent des techniques, échangent des modèles, des patrons, des dessins. C'est une communauté dans laquelle il n'y a à peu près pas du tout de rencontres hors ligne parce que c'est réellement une communauté internationale. Et dans cette communauté-là, je fais encore une fois un travail d'observation participante à part entière. En fait, j'ai choisi les couturières parce que je fais moi-même de la couture. Si j'avais joué aux échecs, j'aurais cherché une communauté de joueurs d'échecs. Si j'avais fait de la voile, j'aurais cherché une communauté donc de gens qui font de la voile. Je vais simplement vous montrer, je ne fais pas mon travail d'observation participante, je le fais à titre de chercheur. Je m'y présente comme chercheur, mais comme chercheur qui, par ailleurs, sait coudre. Vous savez sûrement faire toutes sortes d'autres choses que de la recherche. Donc, ça, c'est mon profil sur un des sites. J'ai renoncé à mon anonymat, j'y reviendrai, je le fais toujours, donc je m'appelle M. Pastinelli et je me présente dans mon profil en disant je suis chercheur en sciences sociales, intéressé par les communautés virtuelles, les médias sociaux. J'essaie de comprendre comment on partage les techniques, les connaissances, etc. Donc, selon les démarches et les objets d'étude, on peut décider d'intervenir et d'interagir plus ou moins activement avec les gens en plus d'observer. Il y a évidemment des avantages et des désavantages à la participation ou à la non-participation, au fait de simplement observer, d'écrire un espace électronique, une communauté, ou d'y participer. Beaucoup de chercheurs qui font un travail d'observation dans une communauté électronique sans participer soutiennent que le fait de ne pas participer permet de travailler avec des données qui seraient censément plus objectives, puisque l'observation n'a pas d'impact sur les données collectées tant qu'on ne se présente pas comme chercheur faisant de l'observation. Ça peut poser un certain nombre de questions éthiques comme démarche. Par ailleurs, il faut dire que le principe même de l'ethnographie est que le séjour de longue durée de l'observateur permet au moins un peu d'atténuer les effets de sa présence dans le groupe étudié. Quand on arrive de prime abord, les gens sont surpris, se demandent ce qu'on fait là, ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qui nous intéresse au juste. Mais avec le temps, quand l'observateur est là depuis 1 an et demi, il finit par faire partie du décor et la vie reprend son cours. Donc les effets de la présence s'atténuent avec le temps. Donc, avantage de la non-participation, le chercheur n'a pas besoin de se faire accepter par les participants. Se faire accepter par les participants, ça peut demander du temps. Il faut avoir du temps. On n'en a pas toujours quand on fait de la recherche, ou on n'en a pas toujours autant qu'on pourrait le souhaiter. Dans le cas de la recherche que j'ai faite pour ma thèse, j'ai passé plusieurs semaines à faire le travail d'observation, à intervenir, à échanger avec les gens en leur disant ce que je faisais avant qu'on accepte de me parler, d'accepter en fin de compte ma présence sur le terrain. Donc, quand on ne participe pas, évidemment, c'est plus rapide, c'est moins coûteux. On prend les données, on fait une analyse de ce qui se passe. Il y a de nombreux avantages, en revanche, à la participation. Quand on interagit dans l'espace électronique, ça permet d'interroger les participants, les gens, pour en savoir plus, pour aborder avec eux des questions qu'ils n'aborderaient pas autrement. Ça permet de développer des liens de confiance avec certains pour les rencontrer, faire des entrevues avec eux. Ça permet aussi, bien souvent, de découvrir des dimensions inconnues et insoupçonnées du phénomène étudié. Je vous donne un exemple bête, en fait, récent. Je suis dans mon enquête dans la communauté de couturières où j'ai fait longtemps une observation préliminaire pour me repérer dans ces espaces.
Quand j'ai entrepris de participer, je pensais avoir déjà une idée de ce qui se jouait là, hein, savoir à quoi j'avais affaire. Et au moment où j'ai entrepris de participer, donc de me faire un profil, de présenter ce que je faisais, de poster moi-même des modèles, des dessins, des patrons, je me suis bien aperçu que pour faire ça, il fallait faire des photos et que quand on veut présenter ce qu'on fait, hein, c'est pas tout de faire un beau dessin et de faire une belle réalisation. Il faut aussi faire une photo qui rende justice à ce qu'on fait. Savoir coudre, c'est une chose, savoir faire des photos, c'en est une autre. Ça n'a rien à voir ensemble. Et donc, j'ai découvert que je n'avais pas l'équipement qu'il fallait pour faire des photos correctes. Et c'est au moment où je me suis mis moi-même à vouloir faire des photos que j'ai réalisé à quel point ces femmes-là soignaient en fin de compte les photos qu'elles produisent, qu'elles postent et qu'elles montrent. Hein. Les photos qui sont de qualité tout à fait remarquable. Pour finir, j'en suis à comprendre en fait que, en fin de compte, leur pratique consiste au moins autant à faire un travail infographique de présentation de leur site et un travail de photo qu'un travail de couture, hein, parce qu'elles font des images qui sont absolument magnifiques et elles consacrent un temps fou à faire des photos. Tant qu'on ne participe pas, tant qu'on ne fait qu'observer, on voit les images. Ah, ben voilà, elle a dessiné une robe comme ça, c'est intéressant. On ne voit pas le travail de photos et d'infographie. Il faut passer de l'autre côté de la frontière et se mettre à la participation, hein, pour découvrir cette dimension-là du phénomène. Évidemment, hein, participer, ça permet par ailleurs de soumettre son analyse à ceux qui en sont l'objet pour en débattre avec eux, pour la raffiner, pour l'enrichir. En ethnologie, la démarche ethnographique, c'est une démarche qui se veut dialogique, qui doit reposer sur un échange avec les participants. Je l'ai toujours fait de façon assez systématique, faire part de mes réflexions et de mes analyses aux gens auprès desquels je fais enquête pour en discuter, en débattre avec eux, non pas pour finir par écrire ce qu'ils voudraient que j'écrive. Évidemment, ils ne sont pas toujours d'accord, ils n'ont pas toujours le même point de vue que moi, mais mes analyses tiennent compte de leur vision des choses. Alors, qu'est-ce qu'on gagne à s'afficher comme chercheur, à intervenir dans les échanges et à discuter? Hein? Si je pouvais synthétiser, je pense qu'il y a trois éléments essentiels qu'apporte l'observation participante. D'abord, ça permet de découvrir, hein, derrière des pratiques, derrière des discours qui sont en tout point identiques dans des forums, dans des espaces de chat et sur des sites. On découvre parfois, voire même souvent, des expériences qui sont très différentes. Je vous donne un exemple. Quand je faisais enquête sur le chat, il y avait des gens qui passaient énormément de temps branchés au canal de chat que je désignais comme les toujours en ligne, hein, des gens qui étaient branchés au canal de chat jusqu'à une 50aine d'heures par semaine, qui avaient à peu près tous, hein, le même genre de place au sein du groupe, le même genre de rapport aux autres. A priori, je tenais pour acquis que ces gens-là étaient tous dans le même genre d'expérience sociale. Et quand j'ai commencé à intervenir, à échanger avec eux, à les rencontrer aussi en entrevue, j'ai bien réalisé que, contrairement à ce que je pensais, en fait, il y avait là des gens avec des expériences très différentes. Il y en avait certains pour qui, en fait, le canal de chat était le seul univers social, le seul, hein, socialement, le seul espace dans lequel ils étaient inscrits, qui étaient effectivement très investis dans cet espace, qui accordaient énormément d'importance aux liens qui y développaient. Et il y en avait d'autres, en fait, hein, qui avaient un tout autre rapport à leur pratique de chat et au groupe, qui étaient en fait souvent des gens qui chattaient dans le contexte du travail, des gens qui étaient captifs au travail pour toutes sortes de raisons. Par exemple, des gens qui font du support technique au téléphone et dont le travail est très répétitif, très routinier, qui peuvent fort bien faire autre chose en même temps qu'ils font leur job de support technique. C'est le cas aussi des programmeurs qui compilent du code, hein, qui ont beaucoup de temps libre dans leur job de compilation de code. Ils pourraient faire du tricot, ils pourraient faire des tours Eiffel en cure-dent, plusieurs chattaient. Donc, mais évidemment, dès qu'ils sortaient du travail, hein, leur espace social, c'était pas
celui du canal de chat et de la communauté électronique du canal de chat. Ceci étant dit, tant qu'on ne parle pas à ces gens-là, tant qu'on ne les rencontre pas et tant qu'on ne fait que regarder ce qui se passe dans le canal de chat, rien ne permet de faire cette différence et d'apprécier le fait que ce n'est pas du tout le même genre d'expérience. Par ailleurs, bon, je disais, il y a des pans entiers de la pratique étudiée qui peuvent nous échapper longtemps, hein, tant qu'on ne se livre pas à l'observation participante. Et enfin, le travail d'observation participante, ça permet de découvrir, en fin de compte, de quelle manière ce qu'on fait en ligne, dans Internet, trouve à s'inscrire dans sa vie quotidienne et dans son réseau social. Quelques mots hein, sur les défis de l'observation participante. On dit toujours, c'est vrai dans tous les contextes, c'est vrai dans Internet, c'est vrai ailleurs. La clé du succès, c'est toujours que les participants acceptent le chercheur et sa démarche. Et ça, même si Jean Bazin, un ethnologue que j'aimais beaucoup, se plaisait à répéter et à dire, Jean Bazin disait, l'enquête ne m'en apprend jamais autant que quand elle tourne mal, en disant, en fait, quand on se fait exclure, quand les gens ne veulent pas de nous, souvent a posteriori, en réfléchissant et en tentant de comprendre à ce que sont les enjeux, à ce qu'on a fait, à ce pourquoi hein, on s'est trouvé dans cet espace de tension, on parvient bien souvent à recomposer hein, tout ce qui n'est pas dit et qui organise cet espace-là. Ceci étant dit, quand on veut s'intégrer dans un groupe, faire un travail d'observation participante, rencontrer les gens en entrevue, on n'a pas intérêt à ce que ça tourne mal. Hein? Et donc, on veut que les gens acceptent notre démarche. Or, le fait est que, de manière générale, les gens sont familiers avec les démarches quantitatives, avec les sondages, beaucoup moins avec le genre d'enquête qu'on fait avec la recherche qualitative et l'observation participante. A priori, hein, les gens sont souvent surpris, parfois inquiets et méfiants aussi, hein, se demandent ce qu'on fait là. D'où l'importance de montrer patte blanche d'entrée de jeu, hein, d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi. J'ai par ailleurs, hein, dans le cadre de ma thèse, et là je m'apprête à le faire pour mon projet sur les communautés de pratique marginale, présenté mon projet de recherche sur un site web à l'intention des participants potentiels ou des gens de la communauté pour hein, les rassurer quant au sérieux de la démarche. Quand j'ai commencé mon enquête sur le chat et que je disais sur le canal de chat, hein, bonjour, je suis étudiante au doctorat en ethnologie, je fais une thèse sur le chat, puis je cherche des gens avec qui faire des entrevues. Il y a pas mal de monde qui me répondait « Ah ouais, c'est ça, hein. Moi aussi j'ai fait des longues études sur le chat. Il y a pas mal de monde ici qui ont fait des thèses sur le chat. Hein. » En pensant que c'était une métaphore pour dire que je passais beaucoup de temps en ligne. Les gens avaient l'idée que le chat, ce n'était pas un objet d'étude suffisamment sérieux pour qu'on puisse faire ça. Et longtemps, hein, on me disait, c'est pas possible, on va quand même pas te donner un doctorat pour étudier toutes les niaiseries qu'on se dit ici. Hein. Pour eux, donc, l'objet n'était pas sérieux et ma démarche ne pouvait pas être sérieuse. Dans le contexte d'un canal de chat hein, où n'importe qui pouvait se faire passer pour n'importe qui, c'était d'autant plus important d'avoir un site, une page web pour présenter mon projet. Et sur le site hein, ulaval.ca, là, il n'y avait pas de doute, comme j'étais sur le serveur de l'université, c'était pas une mauvaise blague. Donc, enfin, accepter de se mouiller, de s'engager, on a fait une place à l'observateur participant que quand on sait à qui on a affaire, c'est-à-dire quand on a en face de soi une personne singulière qu'on peut identifier et pas simplement un observateur ou un chercheur hein, avec lequel on serait dans un rapport impersonnel, qui sans être anonyme serait dans un rapport impersonnel. J'ai assez systématiquement appliqué cette règle dans le cadre de mes enquêtes. Quand j'ai fait le terrain sur le chat, que j'ai fait les premières rencontres, j'ai eu l'occasion d'aller dans un get-together, un rassemblement d'internautes qui se tenait, en fait, qui était une fin de semaine. Ils allaient camper une fin de semaine ensemble. Plusieurs amenaient leurs enfants. Alors j'ai dit, bon, allez hop, j'amène ma fille qui avait 3 ans et demi
à l'époque. Et donc, allez hop, en famille, sur le terrain, pourquoi pas. Mais du coup, l'idée, c'est que ça crée un rapport qui est beaucoup plus personnel. En fin de compte, accepter de se mouiller, accepter de s'exposer, c'est ça. Il y a plusieurs façons de le faire, mais ça consiste en fin de compte à sortir du rôle d'un enquêteur qui serait impersonnel ou qui serait relativement anonyme pour s'exposer. Dans tous les cas, l'observation participante, c'est toujours une observation réciproque. Quoi qu'on fasse, il y a une question qui préoccupe les gens sur le terrain quand on arrive et quand on se présente en disant « je suis chercheur, je fais une enquête ». Qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Qu'est-ce qu'elle nous dit pas? Qu'est-ce qu'elle nous cache? Qu'est-ce qu'elle va dire de nous? Quelle image de nous elle va produire? Qu'est-ce qu'elle veut savoir au fond? Qu'est-ce qu'elle va raconter? Qu'est-ce qu'on peut craindre ou qu'est-ce qu'on peut espérer de sa démarche? Ces préoccupations ou ces inquiétudes-là sont tout à fait légitimes, en fin de compte, d'où, comment dire, l'importance de montrer patte blanche et de s'engager dans un dialogue avec les participants pour leur exposer, en fin de compte, les analyses développées. Donc, j'essaie, en regard des pratiques, des discours qui sont marginaux, notamment chez les joueurs de poker, d'éviter une posture normative, parce qu'il va de soi que si, pour les participants, je suis dans une posture normative, si, par exemple, ils ont l'idée que je les envisage a priori comme des joueurs pathologiques et que j'ai déjà réglé leur sort, que je tiens pour acquis qu'ils ont des problèmes de jeu, il est peu probable qu'ils acceptent de me parler. De toute façon, il n'y a rien à dire si on sait déjà ce qu'il faut comprendre. Quelques mots, en gros, sur les étapes de la démarche. Dans tous les cas, la démarche consiste, dans un premier temps, à identifier le ou les espaces dans lesquels faire enquête, pour les explorer, pour apprendre à s'y repérer. Un élément qui est important et qui m'a toujours été très utile, porter une attention particulière aux conflits, aux disputes, aux tensions entre les internautes, voir à propos de quoi on s'engueule, on s'est engueulé, qui s'est engueulé avec qui, à propos de quoi, de quelle manière. Ça permet bien souvent de découvrir les conceptions concurrentes de la pratique, de l'espace électronique, de la normes qu'on partage. Ça permet aussi d'avoir une idée des gaffes à éviter, de savoir là où le terrain risque de devenir glissant et là où il faut éviter de mettre les pieds, pour ensuite, enfin, baliser l'espace de l'enquête, en fin de compte, se décider à savoir qu'est-ce qu'on observe ou pas, quels sont les espaces complémentaires à celui par lequel on a commencé l'enquête, selon qu'on veut ou non faire des entrevues en face à face. J'avais choisi la communauté de joueurs de poker dans laquelle je fais enquête sur la base, en fait, de cet objectif. Comme je veux les rencontrer pour faire des entrevues en face à face, évidemment, je ne prends pas une communauté de joueurs qui serait à l'étranger ou qui serait à l'autre bout du monde. Je fais des entrevues en face à face, il en sera question plus tard. Je préfère faire les entrevues en face à face parce que quand on est assis à table avec quelqu'un, avec un magnétophone, un enregistreur numérique maintenant, on peut faire durer l'entrevue plus longtemps que quand on fait des entrevues via Skype où c'est difficile de tenir plus que 45 minutes, 1 heure et encore. Par ailleurs, il me semble, on arrive à dire beaucoup plus de choses dans l'espace de 1 heure et demie, 2 heures autour d'un magnétophone qu'en chattant à l'écrit. Et aussi, quoi dire en fait comme ethnographe. Je m'intéresse à ce que vivent les gens hors d'Internet et j'aime bien les rencontrer hors ligne. La deuxième étape, pas nécessaire de s'étendre, je fais systématiquement une analyse des contenus disponibles. Il y a peu à dire, sinon que j'ai l'habitude d'enregistrer et de copier. Systématiquement, c'est un fiefé mensonge, mais enfin, je tente d'enregistrer, de copier les contenus sur lesquels je travaille, les échanges dans les forums, dans le chat. On tient toujours pour acquis que le contenu électronique sera toujours disponible et qu'on pourra y revenir.
c'est pas vrai, hein. Il y a des sites qui disparaissent et ça peut être tout à fait dramatique quand, dans le cadre de la recherche, le contenu sur lequel on travaillait, tout d'un coup, hop, disparaît dans le néant cybernétique. Je poursuis toujours l'observation, c'est-à-dire que le travail d'observation participante, même si je fais des entrevues, même si je fais aussi une analyse des contenus, c'est toujours d'abord un travail d'immersion sur le terrain et je prends des notes. Je tiens un journal de terrain comme on fait classiquement en anthropologie, dans le contexte de l'observation hors ligne ou des sociétés exotiques. Hein, l'anthropologue prenait des notes sur le terrain avec l'idée que j'ai assisté à un rituel, à une cérémonie. Si je ne prends pas des notes, si je ne note pas ce que j'ai observé, je vais l'oublier, je m'en souviendrai plus. Et donc, il faut noter systématiquement. Quand on fait enquête en contexte électronique, on a spontanément l'idée que le contenu est là. Il était là avant que je le découvre, il sera là encore après. Et donc, c'est très tentant de ne pas prendre des notes. Ce que j'ai découvert, en fait, au fil de mes enquêtes, c'est que prendre des notes, tenir un journal de terrain, en soi, ça consiste à développer l'analyse, et non pas simplement à enregistrer ce qui est là. C'est l'idée que j'ai d'un phénomène ou d'une chose que j'observe, que je note, et les idées, on les oublie, même si les contenus les contenus demeurent là. Enfin, la dernière étape, c'est d'intervenir, de participer. Pour finir, je termine avec ça, deux mots sur les enjeux éthiques de la démarche. Je vais rapidement parce que Joseph Lévy va nous en reparler plus tard aujourd'hui. Le travail d'observation participante, comme je le fais, est un travail qui pose des questions éthiques, à savoir qu'est-ce qu'on peut considérer comme public, qu'est-ce qu'on peut considérer comme privé, quand est-ce qu'on doit ou pas se manifester et demander le consentement des gens. De manière systématique, en fait, je renonce à mon anonymat, je me présente comme chercheur et j'explique ce que je fais dès que j'entreprends de faire de façon systématique le travail d'observation participante dans un espace. Ce n'est pas toujours possible de s'identifier auprès de tout le monde, mais au moins auprès des responsables des sites et auprès des gens avec lesquels on échange. Dans une démarche comme celle auquel je me livre, c'est une question éthique, mais c'est aussi une question pratique. Quand on veut pouvoir rencontrer les gens en entrevue, développer des liens, on doit, développer un lien de confiance. Et si les gens découvrent a posteriori qu'on était là en train de faire de l'observation pour faire de la recherche, même si on est dans un espace public et même si on observe des échanges qui sont publics, les gens sont toujours susceptibles d'être choqués ou d'être froissés, dans quel cas on risque de brûler le terrain, de devenir persona non grata, ce qu'on veut absolument éviter. Donc, c'est aussi une raison. Il y a aussi des raisons pratiques au fait de s'annoncer et de se présenter pour faire savoir aux gens qu'on est là et qu'on fait son travail d'observation. Comme ce n'est pas toujours possible dans des espaces publics, dans des forums, d'informer absolument tout le monde. Des fois, il y a des gens, ils ne sont plus là, on ne peut pas les retrouver, on n'a aucun moyen de les joindre. De sa présence, à défaut de pouvoir informer tout le monde du travail que je fais, je tente d'assurer l'anonymat des participants. Ce que je fais en changeant les pseudonymes, en changeant, lorsque nécessaire, les noms des espaces sur lesquels je travaille, des sites ou des forums sur lesquels je fais enquête, c'est pas toujours possible de brouiller complètement les cartes. On pourrait même dire que, à la rigueur, ça n'est peut-être jamais de complètement brouiller les cartes pour s'assurer que nos participants ne soient pas du tout repérables ou identifiable, mais le même problème se pose aussi quand on fait de la recherche en dehors d'Internet, quand on fait de la recherche dans d'autres contextes, mais l'idée étant de faire au moins ce qu'on peut pour que, pour pas reproduire les pseudonymes ou les contenus qui seraient facilement googlables ou facilement repérables.